monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette dernière édition de la semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver et je compte sur vous pour nous aider grâce au petit clic sur le pouce en l'air et avec vos commentaires. Au programme de cette édition, l'Union européenne creuse encore sa tombe. Bruxelles a cédé aux demandes de Donald Trump pour entériner une nouvelle batterie de sanctions contre les énergies russes, un véritable suicide économique. Nous irons ensuite en Angleterre et ferons le point sur la percée de Nigel Farage. Le parti souverainiste réforme UKIP, fondé par l'acteur du Brexit, rencontre désormais un succès grandissant. Et puis une page municipale en France avec Louis Sarkozy. Fils de l'ancien président, il brigue la mairie de Menton dans les Alpes-Maritimes. Sous pression de Donald Trump, l'Union européenne prend un 19e paquet de sanctions contre la Russie, essentiellement dans le domaine énergétique, des mesures très hypocrites et surtout suicidaires qui ne devraient qu'accentuer la dépendance des Européens vis-à-vis de Washington. Décryptage de Nicolas de Lamberterie. Un nouveau paquet de sanctions, le 19e déjà, est en cours d'adoption par les Européens contre la Russie. Si ce nouvel arrivage sera sans doute aussi peu efficace que les 18 précédents, il accentuera encore un peu plus la déconnexion totale entre l'Europe et la Russie, puisque la date d'interdiction d'importation du GNL russe est avancée d'une année. Une mesure qui ne devrait guère avoir d'effet qu'en France, puisque c'est la France qui importe du GNL russe dans de très grandes quantités et dans la plus grande hypocrisie politique. Par ailleurs, la Commission européenne envisage des sanctions contre les entreprises chinoises ou indiennes qui font du commerce de produits énergétiques russes, conformément à la volonté et aux intérêts de Donald Trump de voir les Européens partir en guerre commerciale contre les géants asiatiques. Cela faisait d'ailleurs plusieurs semaines que Donald Trump critiquait les Européens et affirmait qu'il ne prendrait de nouvelles sanctions contre la Russie qu'à la condition que les Européens cessent d'acheter du pétrole russe. Les tenants de l'euromondialisme, Emmanuel Macron en tête, y voyaient une critique directe contre la Hongrie et la Slovaquie, qui importent toujours directement du pétrole russe par oléoduc, et avaient du mal à cacher sa satisfaction. Sur les sanctions, il est tout à fait vrai que le président Trump et l'administration américaine se sont émus, comme nous le faisons d'ailleurs depuis le début de ce conflit, des choix qui ont été faits par 2 pays membres de l'Union européenne qui continuent d'acheter du pétrole russe. Et je pense que c'est une bonne chose parce que parfois ces pays se sont défendus en arguant de leur proximité avec cette nouvelle administration américaine. Et donc l'alignement américano-européen ne sera que plus efficace pour cesser ces pratiques. Sauf que voilà, en l'état actuel des choses, et bien que cela soulève toutes sortes de critiques, les Hongrois et les Slovaques sont dans l'incapacité quasi absolue de se passer des approvisionnements énergétiques russes, que ce soit en gaz ou en pétrole. En ce qui concerne le gaz, le transit du gaz russe via l'Ukraine a cessé et passe désormais par la Turquie, grand bénéficiaire des pseudo-restrictions que s'imposent les Européens, tandis que le pétrole transite toujours par l'Ukraine pour arriver en Slovaquie. Ces dernières semaines, les bombardements par drone des forces armées ukrainiennes sur l'oléoduc Druzhba qui relie la Russie à la Slovaquie et la Hongrie ont été très fortement critiqués par Budapest et Bratislava qui ont rappelé que d'une part, ils ne peuvent pas se passer de ce pétrole et que par ailleurs, ils raffinent du pétrole russe chez eux qu'ils réexpédient ensuite à l'Ukraine. En ce qui concerne la Slovaquie et surtout la Hongrie, qui est un acteur énergétique vraiment régional par sa société MOL, c'est une société assez importante sur le marché centre et est européen. Il est vrai qu'à très court terme, ce serait absolument catastrophique pour la Hongrie, mais aussi pour la Slovaquie de stopper net les importations de pétrole russe. Donc, la Hongrie a à peu près 30 jours de réserve de pétrole, 45 jours de réserve de carburant, donc vous comprenez bien que ce serait très compliqué de stopper tout net ces importations, en sachant que le pétrole qu'utilise la Hongrie provient entre 70 et 80% de Russie. Donc il y a clairement une dépendance au pétrole russe de la Hongrie et on a des chiffres à peu près similaires en Slovaquie. Il y a une série de conflits entre Zagreb et Budapest. La Croatie, dans ce contexte de tension, a décidé de fortement augmenter ses droits de transit
sur son territoire. Il faut savoir que les droits de transit croates vers la Hongrie sont 4 fois plus importants que la moyenne des droits de transit européens, ce qui est énorme. Donc ce serait absolument accepter de payer un prix délirant si on voulait remplacer le pétrole russe par du pétrole qui arriverait donc par la mer Adriatique et traverserait le territoire croate. Le deuxième problème, c'est plus un problème d'ordre technique, c'est que les raffineries hongroises, même si ça change ces dernières années, ont surtout été conçues pour raffiner du pétrole d'origine russe, puisqu'il y a des différences de qualité en ce qui concerne le pétrole, contrairement au gaz. Par ailleurs, selon Yann Kaspar, expert en questions énergétiques, une grande hypocrisie entoure ces questions de restriction d'importation de pétrole russe. On pense beaucoup à l'Inde, mais beaucoup oublient de mentionner le rôle de la Turquie, qui importe presque autant de pétrole russe que l'Inde. Le président américain n'a pas directement ciblé la Hongrie et la Slovaquie, mais plutôt les pays, notamment par exemple l'Allemagne, ou on pourrait même évoquer la Pologne, qui, contrairement à ce qu'ils affirment, achètent en réalité du pétrole russe, simplement pas directement la Russie, mais par des pays intermédiaires, notamment l'Inde et aussi, et c'est là où le bas blesse, la Turquie qui, après l'Inde, est le pays qui a le plus profité de cette situation depuis février 2022 en réexportant du pétrole acheté à la Russie aux pays européens pour un total de revenus qui correspond à peu près à 5 milliards de dollars depuis février 2022. Il y a une énorme dose d'hypocrisie là-dedans puisque par exemple la France achète énormément de gaz naturel liquéfié russe et là on est sur des montants qui sont bien plus importants que ce que la petite Hongrie importe en pétrole ou en gaz russe. Ou alors, un autre exemple, l'Allemagne, pays en pointe dans la lutte pour le découplage énergétique Europe-Russie. L'Allemagne importe désormais surtout son pétrole depuis le Kazakhstan dans le champ pétrolier de Tengiz, qui est un énorme champ pétrolier situé dans l'ouest du Kazakhstan. Dans le consortium qui exploite ce champ pétrolier, il y a certes 2 entreprises américaines, Chevron et ExxonMobil, mais aussi la société russe Lukoil. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'avenir, il faudra aussi sanctionner le Kazakhstan, ce qui est parfaitement absurde, puisque précisément les pays d'Asie centrale ont été présentés par l'Union européenne comme une alternative à la domination énergétique russe. Au final, toutes ces mesures n'aboutiront donc qu'à priver les Européens non seulement de l'accès à de l'énergie à des tarifs raisonnables, condition absolument indispensable pour disposer d'une industrie compétitive, mais aussi à être progressivement expulsés des marchés du monde russo-asiatique. Et pendant ce temps, leurs maîtres américains ne se priveront pas, eux, d'occuper autant qu'ils le peuvent ces marchés dont les Européens se seront retirés ou auront été chassés. Le sentiment patriotique renaît en Angleterre. Au-delà des récentes manifestations, un autre phénomène est visible, la percée de Reform UKIP, le parti souverainiste de Nigel Farage. L'ancien meneur du Brexit aurait maintenant des ambitions gouvernementales. Le point avec Renaud de Bourleuf. Nous devons être prêts pour ce moment. Prêts pour les prochaines élections législatives. Samedi 5 septembre à Birmingham, le député Nigel Farage a annoncé la couleur lors du congrès du parti Reform UK, arrivé au 10 Downing Street. L'ancien vainqueur du Brexit, revenu dans l'arène politique après l'échec des conservateurs à tirer profit de la sortie de l'UE, voit son nouveau parti progresser sans cesse. Lors des élections générales de juillet 2024, conclues par un échec cuisant du gouvernement sortant de droite, Reform UK a remporté 5 circonscriptions à la Chambre des communes, 5 députés, dont Nigel Farage lui-même. L'un d'eux a démissionné du parti souverainiste, mais un nouveau député a fait son entrée lors d'une élection législative partielle. En mai, Sarah Palin l'a emporté face au candidat travailliste dans une circonscription située entre Liverpool et Manchester, un territoire généralement acquis à la gauche. Et lundi 15 septembre, c'est un député conservateur qui a franchi le Rubicon pour rejoindre Nigel Farage. Danny Kruger, ancien conseiller de Boris Johnson au 10 Downing Street, a quitté avec fracas le parti conservateur et devient membre de Reform UK. Ils sont devenus un vrai et sérieux parti d'opposition et ont l'intention de devenir un parti de gouvernement. Et ce qu'ils m'ont demandé, c'est de mener leur préparation au gouvernement. Dans les assemblées locales d'Écosse et du Pays de Galles, les élus sont nombreux à rejoindre Reform UK. Début septembre, des anciens ministres ont aussi franchi le pas. Nadine Dorries, ancien ministre de la Culture de Boris Johnson et une de ses alliées les plus fidèles, ainsi que Maria Caulfield,
ancien ministre de la Santé de Boris Johnson et sous-secrétaire d'État à la santé mentale de Rishi Sunak. Nigel Farage a aussi su briller par son absence lors du grand rassemblement patriotique organisé à Londres il y a quelques jours par le militant Tommy Robinson. Mais comme nous l'expliquait le politologue britannique John Lowland, la notoriété grandissante de Tommy Robinson et la distance entre les deux hommes pourraient bénéficier à Nigel Farage. Je pense que même si Farage et Robinson ne sont pas, si vous voulez, des alliés, je crois que cette manifestation va probablement donner de l'eau au moulin de Farage, dans le sens où Farage sera désormais vu comme plus respectable. Il est en quelque sorte, si vous voulez, doublé sur sa droite par Robinson, et je pense que ça pourrait renforcer son profil d'homme d'État. Les prochaines élections générales doivent avoir lieu au plus tard à l'été 2029. En cas d'élection anticipée, ce scrutin pourrait se tenir plus tôt, ce qui est assez courant en Grande-Bretagne, car les dissolutions sont plus fréquentes qu'en France. Nigel Farage parie d'ailleurs sur une convocation aux urnes en 2027. Début septembre, un sondage Funding a crédité Reform UK de 32% des voix contre 19% pour les travaillistes et 17% pour les conservateurs. Mais, selon ce même sondage, il n'y aurait que 233 élus, loin de la majorité qui est à 326 sièges. Pas facile pour l'Angleterre d'en finir avec la politique bipartite. Il est le nouveau chouchou des médias français. Louis Sarkozy sera candidat à la mairie de Menton pour les élections municipales de 2026. Éclairage sur une personnalité dopée par la presse du système avec Olivier Frère-Jacques. En 2026, je serai candidat aux élections municipales. Le projet que je porte a une exigence, une volonté, une vocation. Il est en vérité résumable à une seule phrase, le renouveau. Il faisait beaucoup de remous sur les réseaux sociaux. Il est désormais officiellement en lice pour les municipales à Menton, dans les Alpes-Maritimes, en mars 2026. Louis Sarkozy, fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui a seulement 28 ans, a déjà acquis un pied-à-terre dans cette charmante ville où le mètre carré se négocie en moyenne autour de 5 000 €. Son entrée dans le jeu politique, très mise en scène, n'a pas manqué de susciter des moqueries sur les réseaux sociaux où de nombreux comptes d'utilisateurs taquins de X réclame que Louis Sarkozy soit moins médiatisé. Sa candidature était dans les tuyaux puisqu'il avait créé dès le mois d'août une association de soutien. Rodolphe Carr, auteur du premier ouvrage consacré à ce fils du président Sarkozy, n'est pas étonné par cette candidature. Chez Louis Sarkozy, d'ailleurs, quand je me suis intéressé au personnage, il y a toujours eu cette volonté de s'engager. Et d'ailleurs, quand il a, par exemple, rencontré le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ou même d'autres ministres, il avait fait, ou en tout cas, il avait dit à certains journaux qu'il avait cette volonté, justement, de s'engager en politique. À un moment, on l'a même pressenti pour, pourquoi pas, briguer la mairie de Neuilly, où avait été maire son père. On sait aussi qu'il s'est beaucoup rapproché des Républicains, du parti Les Républicains. Donc, pour moi, c'est dans la droite file de son engagement, cet engagement, justement, pour la mairie de Menton. Et d'ailleurs, encore récemment, j'étais allé faire une conférence pour un groupe amis et les militants locaux m'avaient dit que justement Louis Sarkozy entretenait déjà des relations avec les patrons locaux, qu'il organisait des réunions justement pour prendre un peu la température du lieu. Donc non, quand j'ai eu cette information qui est sortie du fait qu'il voulait briguer la mairie de Menton, j'étais absolument pas surpris. Et d'ailleurs, le lieu se prête plutôt bien. On sait que les Sud-Est et comment dire, hiver aux idées libérales conservatrices qui sont justement le corpus idéologique de Louis Sarkozy. Donc non, j'ai absolument pas surpris sur ce. Une candidature naturelle dans un territoire propice aux droites. Mais le jeune candidat ne sera pas seul puisqu'il devra faire face à Alexandra Masson, députée du Rassemblement national, considérée comme favorite après sa réélection dès le premier tour des législatives en juin 2024 avec 55,6% des voix à Menton. Deux autres candidats de droite, Florent Champion et Sandra Paire, tous deux issus de la mouvance LR, ont également déclaré leur candidature, dénonçant le parachutage du fils de l'ancien président. Louis Sarkozy ne se trouve donc pas face à une mairie imperdable, loin de là. Il dispose cependant d'une grosse caisse de résonance médiatique et pourra, quoi qu'il en soit, rebondir. Il y a toujours un risque, on va dire, mais après, si on voit par exemple sur le pendant médiatique, en plus d'avoir son émission sur LCI, depuis la rentrée, on sait aussi qu'il a cette émission sur BFM TV récemment, en plus de son éditorial chez Valeurs Actuelles. Donc oui, évidemment, c'est une prise de risque
d'un point de vue politique, ça ne le tuera pas s'il échoue. Mais on voit par contre qu'il commence à tisser sa toile, médiatique d'un côté et même politique d'un autre. Donc non, je ne fais pas de soucis pour lui. Là-dessus, il arrivera à se retourner quand bien même il subirait une défaite cuisante. Misant sur une image de renouveau dans un contexte politique local marqué par des affaires judiciaires et des divisions, il devra probablement passer par un jeu d'alliance pour se hisser au second tour et afin que sa campagne prenne vraiment. Le maire sortant, Yves Juel, 80 ans, empêtré dans une affaire de détournement de fonds, ne se représentera pas, mais pourrait soutenir Louis Sarkozy s'il obtient l'investiture LR. Bénédiction du chef ou baiser du diable, l'histoire nous le dira peut-être. Au-delà du seul enjeu mentonais, le lancement de campagne du fils de l'ancien président a tout d'une tentative de mise en orbite dynastique pour un jeune fils de qui dispose déjà d'un réseau d'envergure et qui pourrait tenter de jouer un rôle dans la campagne présidentielle de 2027. Ce qui est intéressant avec Nicolas Sarkozy, c'est bien évidemment son nom, Sarkozy, parce que ça nous renvoie aussi bien évidemment à son père. Alors je ne vais pas refaire toute la généalogie de son père, mais ce qui est aussi intéressant dans cette famille, c'est aussi sa mère, parce qu'il y a le réseau de sa mère, c'est Sylvia Athias, qui est aujourd'hui mariée à Richard Athias, c'est un homme d'affaires très influent, qui a d'ailleurs fait travailler sa compagne, la compagne actuelle de Louis Sarkozy. Donc on voit qu'il y a vraiment là aussi une toile autour de lui, en tout cas un entourage assez conséquent. On sait que son parrain n'est autre que Martin Bouygues, donc l'actuel propriétaire du groupe TF1 LCI. Donc on voit qu'il y a vraiment un entourage comme ça qui l'accompagne. Ensuite, on pourrait revenir rapidement sur son éducation militaire aux États-Unis, qui est aussi intéressante, sur son idéologie qu'on pourrait qualifier de libérale conservatrice. Et enfin, si on devait dire, ou en tout cas si on devait essayer de voir pour qui il roule, moi je dirais qu'aujourd'hui il roule pour Bruno Retailleau. Il y a cet objectif de 2027 d'être une des chevilles ouvrières de Bruno Retailleau. Il l'a d'ailleurs rencontré plusieurs fois. Et à mon avis, ce qui est intéressant, c'est que si le père Nicolas Sarkozy a plutôt misé sur Gérald Darmanin, on voit que le fils Louis Sarkozy, lui, a plutôt misé sur Bruno Retailleau. Et nous partons à présent faire le tour de l'actualité en bref en France. Un triste anniversaire demain samedi. Le 20 septembre 2024, Philippine, étudiante âgée de 19 ans, était retrouvée assassinée en lisière du bois de Boulogne à quelques centaines de mètres de son université Paris-Dauphine. Philippine a été assassinée par un Marocain clandestin condamné pour viol en 2021 mais relâché par la justice et visé par une OQTF, une obligation de quitter le territoire, non respectée. Un juge des libertés de la détention avait d'ailleurs autorisé sa sortie de rétention quelques jours avant le meurtre de Philippine. L'homme était censé être assigné à résidence dans un hôtel près d'Auxerre, dans lequel il ne s'était jamais rendu. La police et la justice avaient perdu sa trace. Un an après le drame, les parents de Philippine s'expriment dans les colonnes du Figaro et évoquent, je cite, « ceux qui ont failli à leur fonction ». Bruno Retailleau, dont l'arrivée au ministère de l'Intérieur a été marquée par ce crime, a depuis enchaîné les déclarations d'intention, mais les rares clandestins expulsés nous sont souvent renvoyés par avion. De la finance française vers la finance européenne. Mercredi, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a annoncé son départ courant janvier pour la Cour des comptes européenne à Luxembourg. Il quitte ainsi son poste 9 mois avant la fin de son mandat. Il faut croire que l'Union européenne est plus attractive que les institutions françaises. Reste à savoir qui est le socialiste ou le LR en fin de carrière qui remplacera l'ancien ministre de François Hollande, Rue Cambon. Des bruits de couloir évoquent l'ancien Premier ministre Jean Castex ainsi que Bruno Le Maire. L'ancien ministre de l'économie qui a mis à genoux les finances de la France pourrait ainsi contempler la poursuite de ses dégâts par ses successeurs. Des hôpitaux dangereux. Début septembre, le Canard enchaîné a consulté un récent rapport confidentiel des hôpitaux de Paris sur les nombreuses défaillances autour de la checklist. Cet anglicisme désigne un document de vérification contenant les informations essentielles avant, pendant et après une intervention chirurgicale. Le côté à opérer, le matériel disponible, les antécédents du patient, etc. Un document crucial pour toute l'équipe médicale, chirurgiens, anesthésistes et infirmiers, et parfois vital pour la sécurité du patient. Or, selon ce rapport, en Île-de-France, une checklist sur 3 dysfonctionne. Document incomplet ou rempli à la hâte, oubli par le chirurgien de consulter ou de compléter la checklist. Parfois, le document est tout simplement oublié. En région parisienne, sur l'année 2024, 2000 opérations auraient eu lieu sans checklist. Des négligences qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, comme le montre l'exemple d'un patient souffrant d'un cancer du rein qui a été opéré du mauvais rein. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale.
Tailler dans les aides sociales pour dissuader les clandestins, c'est la stratégie de la Suède. Mercredi, le gouvernement de coalition composé par la droite libérale et la droite nationaliste a présenté une réforme. Il s'agit de limiter l'accès à de nombreuses prestations sociales, telles que les allocations familiales, les aides au logement, les indemnités de maladie et le minimum vieillesse. Pour en bénéficier, il faudra avoir vécu au moins 5 ans sur les 15 dernières années dans le pays. Par ailleurs, une baisse de l'aide sociale est prévue avec un plafond pour les familles de 4 enfants. Selon le ministre des Affaires sociales suédois, des familles avec 5 enfants vivent avec plus de 4 000 € par mois sans travailler en cumulant diverses aides. Le ministre ajoute que 95% des personnes dans cette situation sont étrangères ou nées à l'étranger. Le chef de groupe parlementaire du Parti nationaliste démocrate de Suède, Linda Lindberg, a déclaré, je cite, « La Suède n'est pas un buffet pour tous les peuples du monde ». Une première mondiale en Albanie. Diela, une ministre générée par intelligence artificielle, a intégré le gouvernement comme responsable des marchés publics. Présentée sur écran au Parlement, cette figure virtuelle, vêtue d'un costume traditionnel, a d'ailleurs pris du galon puisqu'elle était jusque-là assistante virtuelle sur le site des services publics albanais. Diela permettra donc d'économiser des services de sécurité et une place au dîner d'État. Créée pour lutter contre la corruption endémique, elle est la promesse d'appel d'offres 100% incorruptible, selon le Premier ministre Edi Rama. Sans salaire ni congé, Diela incarne donc pour l'exécutif l'espoir d'une Albanie intègre, candidate à l'Union européenne pour 2030. L'opposition menée par Sali Berisha dénonce quant à elle une opération de communication et demande qui la contrôlera. Bras de fer entre Paris et Bamako. La France a expulsé 2 agents de renseignement maliens de l'ambassade du Mali à Paris en réponse à l'arrestation le 14 août d'un officier de la DGSE, Yann V, qui était officiellement présent à Bamako. Accusé par les autorités maliennes d'une tentative de déstabilisation de la junte au pouvoir, cet agent accrédité et sous immunité diplomatique est détenu au secret. Cette affaire exacerbe les tensions entre la France et le Mali, déjà fragilisées depuis le coup d'État de 2020. Malgré une coopération antiterroriste discrète, la France a rappelé ses agents de la DGSE présents au Mali. Des négociations pour libérer Yann V sont en cours, sans succès pour l'instant. Israël détruit totalement son image et sa crédibilité. Selon Emmanuel Macron, dans une interview à la chaîne israélienne Channel 12, le président français a estimé jeudi que l'État hébreu avait obtenu des résultats sécuritaires tout en regrettant en même temps des opérations militaires, les qualifiant de contre-productives et les qualifiant d'échecs. Emmanuel Macron a défendu la reconnaissance d'un État palestinien comme moyen d'isoler le Hamas. Il a également proposé de se rendre en Israël pour expliquer sa position, une visite refusée par les autorités israéliennes. Au même moment, au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont opposé un nouveau veto à un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire à Gaza, provoquant la colère de plusieurs États membres. L'ambassadeur pakistanais a dénoncé un moment sombre, tandis que l'Algérien Ammar Benjama a présenté des excuses aux Palestiniens pour l'incapacité du Conseil à agir. Le texte, soutenu par 14 voix contre 1, visait aussi la libération des otages. En Terre Sainte, l'orgue le plus ancien de la chrétienté retentit de nouveau. Début septembre, à Jérusalem, quelques notes ont été données à partir d'un orgue datant du XIe siècle. L'instrument avait été transporté par les croisés de la France vers la Terre Sainte et a été retrouvé au début du XXe siècle, près de la basilique de la Nativité, lieu de naissance du Christ. Les musicologues ayant travaillé à la restauration de l'orgue assurent qu'ils peuvent reproduire le même son qu'entendaient les croisés lorsqu'ils assistaient à la messe à Bethléem. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Demain, pour le samedi politique, je recevrai François Asselineau, le président de l'UPR. Nous ferons un tour d'horizon général de l'actualité, de la situation politique erratique en France aux inquiétudes internationales. Dimanche, dans Contre-enquête, Lucas Chancerelle reviendra sur les réalités cachées derrière la critique des boomers et le phénomène Nicolas Quipet. Et dans Terre de Mission, Jean-Pierre Maugendre évoquera les 13 années d'incarcération de Monseigneur Vantoine dans les geôles communistes. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve lundi de bonne heure et de bonne humeur. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.